Versailles, le palais le plus célèbre du monde. 14 millions de visiteurs chaque année. Mais personne ne vous a dit la vérité. Versailles n'a pas été construit par orgueil, ni par caprice. Il a été construit par peur, par une blessure si profonde qu'un roi a passé 54 ans à fuir une seule ville, Paris. Le roi Soleil, l'homme le plus puissant d'Europe, celui qui a fait trembler des empires, détestait sa propre capitale. Il refusait d'y dormir, il refusait d'y vivre. Et pendant plus d'un demi-siècle, il n'y a pas passé une seule nuit. Pourquoi? La réponse se cache dans une nuit d'hiver. Un enfant de 10 ans, une chambre royale, et des hommes armés qui soulèvent les rideaux de son lit. Ce soir-là, le futur maître de l'Europe a découvert quelque chose qu'aucun livre d'histoire ne raconte vraiment, et ce qu'il a vu, il ne l'a jamais pardonné. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées derrière les grandes figures de l'histoire de France, abonnez-vous. Parce que ces récits-là, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Maintenant, remontons ensemble à cette nuit de janvier 1649. Nous sommes à Paris. Janvier 1649. L'hiver est glacial. Dans les rues, la neige s'est transformée en boue noire. Et dans cette boue, des milliers de Parisiens marchent, crient, s'agitent. Ils dressent des barricades, ils bloquent les ponts, ils encerclent le palais royal. À l'intérieur de ce palais, un enfant de 10 ans est couché dans son lit. Il ne dort pas, il écoute. Il entend les clameurs qui montent de la ville. Il entend les portes qui claquent dans les couloirs. Il entend les voix tendues des conseillers, les pas précipités des gardes, les murmures inquiets des serviteurs. Cet enfant, c'est Louis XIV, le roi de France. Mais ce soir-là, il n'est pas un roi, il est un petit garçon terrorisé, seul dans le noir, qui ne comprend pas pourquoi son propre peuple veut sa mort. Sa mère, Anne d'Autriche, est quelque part dans le palais. Elle dirige la régence depuis 6 ans, depuis la mort de son mari Louis XIII. À ses côtés, un homme que tout Paris déteste, le cardinal Mazarin, un Italien, un étranger, un ministre tout-puissant que la noblesse française ne supporte plus. C'est à cause de Mazarin que Paris s'est soulevé. C'est à cause de ses impôts, de ses manœuvres, de son arrogance. Mais c'est sur le petit Louis que la colère retombe. Parce que Mazarin, on peut le chasser. Le roi, lui, on peut le capturer. On peut le contrôler. On peut s'en servir. Et c'est exactement ce que veulent les révoltés. Cette révolte, les historiens l'ont appelée la fronde, un mot qui vient d'un jeu d'enfants, ces lance-pierres avec lesquelles les gamins de Paris tiraient sur les carrosses des nobles. Mais derrière ce nom presque ridicule se cache l'une des guerres civiles les plus violentes de l'histoire de France. Une guerre qui a duré 5 ans, une guerre qui a opposé le roi à son propre parlement, à ses propres princes, à sa propre capitale. Et cette guerre a commencé par une nuit de terreur. Quelques semaines avant cette nuit de janvier, un événement s'est produit. Un événement que les manuels scolaires ne racontent presque jamais. Un événement si humiliant que Louis XIV en a parlé toute sa vie. Les Parisiens, méfiants, ont exigé de voir leur roi. Ils ont entendu des rumeurs. On dit que la régente prépare la fuite de l'enfant royal. On dit qu'elle veut l'emmener loin de Paris pour mieux écraser la révolte. Alors les émeutiers ont décidé de vérifier par eux-mêmes. Ils ont forcé les portes du palais royal. Ils ont traversé les couloirs, ils ont écarté les gardes, et ils sont entrés dans la chambre du roi. Imaginez la scène. Un enfant de 10 ans couché dans son lit à baldaquin, des rideaux de velours tirés autour de lui, et soudain, des hommes, des dizaines d'hommes, des bourgeois en colère, des artisans armés de bâtons, des meneurs de la révolte. Ils s'approchent du lit, ils écartent les rideaux, ils regardent l'enfant. Louis fait semblant de dormir. Il garde les yeux fermés. Il sent les regards posés sur lui. Il entend les souffles. Il perçoit l'odeur de ces hommes qui n'ont rien à faire dans sa chambre, qui n'ont aucun droit d'être là, qui viennent de violer l'espace le plus sacré du royaume. Mais il ne bouge pas. Il ne dit rien.
Il attend. Les hommes restent là plusieurs minutes. Ils veulent s'assurer que le roi est bien présent, qu'on ne l'a pas fait fuir en secret. Puis, satisfaits, ils repartent. Cette nuit-là, personne n'a touché à Louis. Personne ne l'a frappé, ni menacé directement. Mais quelque chose s'est brisé en lui. Quelque chose qui ne se réparera jamais. Des années plus tard, devenu le monarque le plus puissant d'Europe, Louis XIV a raconté cette scène à ses proches. Il en a parlé à ses ministres, à ses confesseurs, à ses maîtresses. Il l'a évoqué dans ses mémoires, ceux qu'il a dictés pour l'instruction de son fils. Et chaque fois, la même blessure transparaissait dans ses mots. L'humiliation. Un roi de France, même enfant, est sacré. Son corps est intouchable. Sa personne est divine. Et pourtant, cette nuit-là, des hommes du peuple ont osé entrer dans sa chambre, soulever ses rideaux, le regarder comme on regarde un prisonnier. Louis n'a jamais oublié, mais le pire est encore à venir. Quelques semaines après cette intrusion, la situation à Paris devient intenable. Les barricades se multiplient. Le Parlement de Paris, cette assemblée de magistrats qui refusent d'obéir à la couronne, a pris le contrôle de la ville. Les princes du sang, ces cousins du roi, qui devraient pouvoir le protéger, commencent à basculer du côté des révoltés. Anne d'Autriche comprend qu'elle n'a plus le choix. Si elle reste au palais royal, son fils sera capturé. Il deviendra un otage, un pantin entre les mains de ceux qui veulent gouverner à sa place. Alors, elle prend une décision désespérée. Dans la nuit, du 5 au 6 janvier 1649, au cœur de l'hiver, la régente fait réveiller son fils. On l'habille à la hâte. On lui enfile un manteau par-dessus sa chemise de nuit. On l'emmène par les couloirs sombres du palais, loin des grandes portes surveillées, vers une sortie dérobée. Dehors, quelques carrosses attendent. Pas d'escorte royale, pas de fanfare, pas de cérémonie. Juste une poignée de fidèles, quelques gardes et un enfant de 10 ans qu'on fait monter dans une voiture comme un fugitif. Direction Saint-Germain-en-Laye. Un château situé à une vingtaine de kilomètres de Paris. Un château que personne n'a préparé pour les recevoir. Quand Louis arrive à Saint-Germain au petit matin, il découvre un palais vide. Pas de meubles, pas de feu dans les cheminées, pas de provisions. Les lits n'ont pas de draps. Les pièces sont glaciales. Le roi de France, le souverain du royaume le plus puissant d'Europe, va passer les semaines suivantes à dormir sur de la paille, comme un paysan chassé de sa ferme. Cette fuite, ce froid, cette misère, Louis ne les oubliera pas non plus. Et c'est là, dans ce château gelé, loin de Paris, que le futur roi Soleil a commencé à nourrir une haine qui allait transformer la France pour toujours. Pour comprendre ce que Louis a vécu pendant les années qui ont suivi cette fuite, il faut comprendre ce qu'était vraiment la Fronde. Ce n'était pas une simple révolte populaire. Ce n'était pas une émeute de quelques jours. C'était une guerre civile qui a déchiré la France pendant 5 longues années, de 1648 à 1653. Et le plus terrible pour le jeune Louis, c'est que ses ennemis n'étaient pas des étrangers. C'étaient ses propres sujets, ses propres magistrats, ses propres cousins. La Fronde a commencé par une révolte du Parlement de Paris. Il faut bien comprendre que ce Parlement n'avait rien à voir avec nos assemblées modernes. C'était une cour de justice, composée de magistrats puissants qui avaient le droit d'enregistrer les édits royaux. Sans leur approbation, aucune loi ne pouvait entrer en vigueur. Et ces magistrats, en 1648, ont décidé de dire non. Non aux nouveaux impôts de Mazarin. Non à la politique de la Régente. Non à ce gouvernement qui, selon eux, ruinait le royaume pour financer des guerres interminables. Anne d'Autriche a voulu les faire arrêter. Elle a envoyé des soldats pour capturer les meneurs. Et Paris s'est soulevé en une seule nuit. Plus de 1200 barricades ont été dressées dans les rues de la capitale. 1200. En quelques heures, la ville est devenue une forteresse hostile et le roi s'est retrouvé prisonnier dans son propre palais. C'est cette révolte du Parlement qu'on appelle la Fronde parlementaire, mais elle n'était que le début. Parce que très vite,
Les grands seigneurs du royaume ont compris que le pouvoir royal vacillait. Et quand le pouvoir vacille, les ambitieux se réveillent. Le premier à bouger, c'est le prince de Condé. Louis de Bourbon, prince de Condé, est l'un des plus grands généraux de son temps. Il a remporté des victoires éclatantes contre les Espagnols. Il est couvert de gloire. Et il est le cousin germain du jeune roi. Au début de la Fronde, Condé a soutenu la régente. Il a même aidé à mater les premières révoltes. Mais très vite, il a exigé des récompenses, des terres, des titres, de l'argent et surtout du pouvoir. Il voulait gouverner à la place de Mazarin. Il voulait être le vrai maître du royaume. Anne d'Autriche a refusé. Alors Condé s'est retourné contre elle. En 1650, la régente a fait arrêter Condé et l'a jeté en prison. Elle pensait avoir résolu le problème. Elle se trompait, parce que l'arrestation de Condé a déclenché une nouvelle guerre. Ses partisans ont pris les armes, d'autres princes les ont rejoints, et soudain, ce n'était plus seulement Paris qui se révoltait, c'était la moitié de la noblesse française. C'est cette deuxième phase qu'on appelle la Fronde des Princes, et elle a été infiniment plus dangereuse que la première. Le jeune Louis, pendant ces années, a été ballotté d'un château à l'autre. On l'a emmené à Saint-Germain, puis à Rueil, puis à Compiègne, puis à Poitiers, puis à Bordeaux. Jamais en sécurité, toujours sur les routes, toujours en fuite. Il a vu des choses qu'un enfant ne devrait jamais voir. Il a vu des villes assiégées. Il a vu des soldats mourir. Il a vu la misère des campagnes ravagées par la guerre. Et surtout, il a vu la trahison. Parce que ceux qui auraient dû le protéger, ceux qui portaient son sang, ceux qui lui devaient fidélité par leur naissance même, étaient devenus ses pires ennemis. Le duc d'Orléans, son propre oncle, le frère de son père, a rejoint les frondeurs. La grande mademoiselle, sa cousine, a fait tirer le canon de la Bastille sur les troupes royales. Condé, après sa libération, a levé une armée entière contre le roi et s'est même allié aux Espagnols, les ennemis jurés de la France. Des membres de sa propre famille ont pactisé avec l'étranger pour le renverser. Louis avait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il regardait, il écoutait, il apprenait. Le 2 juillet 1652, il a assisté à l'une des scènes les plus marquantes de sa jeunesse. Ce jour-là, les troupes de Condé ont affronté l'armée royale aux portes de Paris, dans le faubourg Saint-Antoine. Louis, installé sur une colline avec sa mère, a observé la bataille. Il a vu des Français tuer des Français. Il a vu le sang couler dans les rues de sa propre capitale. Il a vu des hommes qui portaient son nom, qui partageaient son sang, commander des charges de cavalerie contre ses soldats. La bataille du faubourg Saint-Antoine a fait des centaines de morts. Et elle s'est terminée par un geste qui a marqué Louis pour toujours. La grande mademoiselle, sa cousine, a ordonné d'ouvrir les portes de Paris aux troupes rebelles et a fait tourner les canons de la Bastille contre l'armée du roi. Sa propre cousine a tiré sur ses soldats. Ce soir-là, dit-on, Louis n'a pas prononcé un mot. Il est resté silencieux pendant des heures. Mais dans ce silence, quelque chose s'est forgé. Une certitude, une résolution, une promesse qu'il s'est faite à lui-même. Plus jamais il ne serait à la merci de la noblesse. Plus jamais il ne dépendrait de ces princes orgueilleux qui croyaient pouvoir disposer de lui comme d'un pion. Plus jamais il ne laisserait quiconque menacer son pouvoir. La Fronde a pris fin en 1653. Mais Condé s'est exilé en Espagne. Les autres princes ont fait leur soumission. Paris a rouvert ses portes au roi. Officiellement, Louis avait gagné. Mais, en réalité, c'était Mazarin qui avait gagné. Le cardinal est revenu aux affaires, plus puissant que jamais. Et Louis, lui, avait maintenant 15 ans. Il était roi de nom, mais pas encore de fait. Il devait attendre. Alors, il a attendu. Pendant 8 ans encore, il a laissé Mazarin gouverner. Il a observé, il a appris, il a mémorisé chaque visage, chaque nom, chaque trahison. Et dans le secret de son cœur, il a commencé à préparer sa revanche. Pas une revanche de sang, pas une revanche de guerre, une revanche plus subtile,
plus durable, plus absolue. Une revanche qui s'appellerait Versailles. Le 9 mars 1661, à 2 heures du matin, le cardinal Mazarin est mort. Il avait gouverné la France pendant près de 20 ans. Il avait été le maître du royaume, le protecteur de la régente, le tuteur du jeune roi. Et maintenant, il n'était plus rien. Le lendemain matin, les ministres, les conseillers, les grands seigneurs se sont rassemblés pour savoir ce qui allait se passer, qui allait prendre la suite, qui allait devenir le nouveau Premier ministre. Vers qui devaient-ils se tourner pour recevoir leurs ordres? Louis XIV avait 22 ans. Il les a tous réunis et leur a dit une phrase que personne n'a oubliée. « Messieurs, je vous ai fait assembler pour vous dire que jusqu'à présent, j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu, monsieur le cardinal. Il est temps que je les gouverne moi-même. Les ministres ont été stupéfaits. Certains ont cru à une passade, à un caprice de jeune homme. Ils pensaient que Louis se lasserait vite des affaires de l'État, qu'il retournerait à ses chasses et à ses ballets, et qu'un nouveau Mazarin finirait par émerger. Ils se trompaient. À partir de ce jour, Louis XIV n'a plus jamais eu de Premier ministre. Pendant 54 ans, jusqu'à sa mort en 1715, il a gouverné seul. Chaque décision importante passait par lui, chaque nomination, chaque traité, chaque guerre. Il travaillait 6 à 8 heures par jour, tous les jours, sans exception. Il recevait ses ministres, il lisait les rapports, il signait les ordres. Le jeune homme que la noblesse avait pris pour un pantin fragile était devenu le monarque le plus absolu que l'Europe ait jamais connu. Mais Louis ne s'est pas contenté de gouverner. Il avait un projet bien plus vaste, un projet qui était né dans les nuits glaciales de Saint-Germain, dans les humiliations de la Fronde, dans le souvenir de ces hommes qui avaient osé entrer dans sa chambre d'enfant. Il allait détruire le pouvoir de la noblesse, pas par la violence, pas par des exécutions, par quelque chose de bien plus efficace. Il allait les enfermer dans une cage dorée. Pour comprendre la stratégie de Louis XIV, il faut comprendre ce qu'était la noblesse française avant lui. Les grands seigneurs du royaume étaient des petits rois dans leur province. Ils avaient leurs châteaux, leurs armées, leurs revenus, leurs tribunaux. Ils ne venaient à Paris que quand cela les arrangeait. Ils complotaient entre eux. Ils formaient des alliances. Et quand ils estimaient que le roi ne respectait pas leurs privilèges, ils se révoltaient. La Fronde avait été le dernier et le plus violent de ces soulèvements. Mais Louis savait que tant que les nobles resteraient sur leurs terres, libres de leurs mouvements, maîtres de leurs forteresses, le danger reviendrait. Un jour ou l'autre, un nouveau Condé se lèverait, une nouvelle Fronde éclaterait. Et peut-être que cette fois, le roi n'en réchapperait pas. Alors Louis a imaginé un piège si séduisant, si brillant, si irrésistible, que les nobles s'y précipiteraient d'eux-mêmes. Ce piège, c'était Versailles. Au début, Versailles n'était rien. Un petit pavillon de chasse construit par Louis XIII au milieu des marécages. Un endroit sans prestige, sans histoire, sans grandeur. Personne n'aurait imaginé qu'un roi de France puisse vouloir s'y installer. C'est précisément pour cela que Louis l'a choisi. Versailles n'était pas Paris. Versailles n'avait pas de parlement rebelle, pas de bourgeois arrogants, pas de foule capable de dresser des barricades en une nuit. Versailles était une page blanche, un lieu que Louis pouvait façonner entièrement à son image, selon ses règles, sous son contrôle absolu. Dès 1661, Louis a commencé les travaux, d'abord modestement, puis de plus en plus ambitieusement. Année après année, le petit pavillon s'est transformé en château, puis en palais, puis en ville entière. Des milliers d'ouvriers ont travaillé pendant des décennies. Des fortunes colossales ont été englouties. Des jardins immenses ont été dessinés. Des fontaines monumentales ont été construites. Et pendant que Versailles grandissait, Louis a commencé à y attirer la noblesse. Au début, c'était des invitations, des fêtes somptueuses, des bals, des spectacles, des festins qui duraient des jours entiers. Les nobles venaient par curiosité, par vanité, par ambition. Ils voulaient voir ce palais dont tout le monde parlait. Ils voulaient être vus du roi.
Il voulait obtenir ses faveurs. Puis, les invitations sont devenues des obligations. Pour obtenir une charge, un régiment, une pension, il fallait être présent à la cour. Pour espérer un mariage avantageux pour ses enfants, il fallait y paraître régulièrement. Pour ne pas tomber en disgrâce, il fallait y résider. Peu à peu, les grands seigneurs ont quitté leur province. Ils ont abandonné leurs châteaux, leurs terres, leurs armées. Ils sont venus s'installer à Versailles, dans des appartements souvent petits et inconfortables, entassés les uns sur les autres, dépendant du bon vouloir du roi pour les moindres commodités. Et c'est là que le piège s'est refermé. À Versailles, tout tournait autour de Louis. Chaque instant de la journée était réglé par un rituel immuable. Le lever du roi, le dîner du roi, la promenade du roi, le coucher du roi. Les nobles se disputaient pour avoir l'honneur de lui tendre sa chemise le matin, de lui présenter sa serviette pendant les repas, de tenir son bougeoir le soir. Des hommes dont les ancêtres avaient commandé des armées, assiégé des villes, défié des rois, étaient réduits au rôle de valets de chambre glorifiés. Et ils acceptaient, parce que refuser, c'était disparaître, c'était perdre toute influence, toute position, tout espoir d'avancement. Louis les tenait, il les surveillait, il connaissait leurs dettes, leurs rivalités, leurs faiblesses. Il jouait les uns contre les autres. Il distribuait les faveurs au compte-gouttes, gardant chacun dans l'incertitude, dans l'espérance, dans la soumission. Plus jamais la noblesse française ne s'est soulevée contre le roi. Plus jamais il n'y a eu de fronde. Le piège de Versailles avait fonctionné au-delà de toutes les espérances. Mais il restait Paris. Paris était la plus grande ville d'Europe. 500 000 habitants, des palais magnifiques, des églises somptueuses, le Louvre, résidence des rois de France depuis des siècles, Notre-Dame, où les souverains étaient sacrés, la Sainte-Chapelle, joyau de la chrétienté. Paris était le cœur du royaume, son centre politique, économique, culturel, et Louis XIV ne voulait plus y mettre les pieds. Après la Fronde, le jeune roi est retourné à Paris. Il le fallait bien. La guerre civile était terminée, et un roi ne pouvait pas gouverner depuis un château de province. Alors Louis est revenu au Louvre. Il a repris sa place dans la capitale. Il a assisté aux cérémonies, aux processions, aux fêtes officielles. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose que les courtisans les plus attentifs ont remarqué très vite. Louis ne se sentait pas chez lui à Paris. Il n'aimait pas le Louvre, ce vieux palais sombre aux couloirs étroits, aux pièces mal éclairées, aux fenêtres qui donnaient sur des rues bruyantes et sales. Il n'aimait pas la foule parisienne qui se pressait sous ses fenêtres, ces milliers de regards qui l'observaient, ces voix qui commentaient ses moindres gestes. Chaque fois qu'il traversait Paris en carrosse, il voyait les mêmes rues où les barricades s'étaient dressées. Il passait devant les mêmes maisons d'où les émeutiers étaient sortis. Il longeait les mêmes quartiers où son enfance avait basculé dans la terreur. Paris, pour Louis, n'était pas une capitale. C'était le décor d'un cauchemar qui ne finissait jamais. Alors, il a commencé à fuir. Discrètement d'abord. Il passait de plus en plus de temps dans d'autres résidences. Saint-Germain-en-Laye, malgré les souvenirs douloureux de la fuite. Fontainebleau, avec ses forêts giboyeuses. Et surtout, depuis sa faute, de plus en plus souvent, ce petit château de Versailles qu'il agrandissait année après année. En 1677, la décision est devenue officielle. La cour s'installait définitivement à Versailles. Le gouvernement suivait. Les ministères, les archives, les administrations, tout quittait Paris pour s'établir dans le nouveau palais du roi. Le Louvre a été abandonné. Pas détruit, pas vendu, mais simplement délaissé. Les travaux d'embellissement que Louis avait commandés au début de son règne ont été interrompus. La colonnade majestueuse de Perrault est restée inachevée pendant des décennies. Les appartements royaux se sont vidés. La poussière s'est accumulée sur les meubles. Le plus grand palais de Paris était devenu une coquille vide. Et Louis ne s'en souciait pas. Il avait Versailles. Il avait son monde à lui, un monde qu'il avait créé de toutes pièces,
un monde où rien ne lui rappelait les humiliations de son enfance. Pendant les 54 années de son règne personnel, Louis XIV n'a pas passé une seule nuit au Louvre. Pas une seule. Il venait parfois à Paris pour des occasions officielles. Un Te Deum à Notre-Dame après une victoire militaire, une cérémonie au Parlement pour faire enregistrer un édit, une visite aux Invalides, cet hôpital pour les soldats blessés qu'il avait fait construire. Mais chaque fois, il repartait le soir même. Jamais il ne restait dormir. Jamais il ne passait plus de quelques heures dans cette ville qu'il avait gouvernée de loin pendant un demi-siècle. Les Parisiens l'ont ressenti comme un abandon. Eux qui avaient été au centre du royaume pendant des siècles se retrouvaient soudain relégués au second plan. Le roi ne vivait plus parmi eux. Les nobles ne fréquentaient plus leur salon. L'argent, le pouvoir, le prestige, tout s'était déplacé vers Versailles. Certains ont tenté de protester. Des pamphlétaires ont écrit des textes moqueurs sur ce roi qui fuyait sa capitale pour aller vivre dans un marécage. Des chansons satiriques ont circulé dans les cabarets. On se moquait de Versailles, de son éloignement, de son inconfort, de ces nobles obligés de faire des heures de route pour assister au lever du roi. Mais Louis ne lisait pas les pamphlets, il n'écoutait pas les chansons. Il régnait depuis Versailles et Paris n'avait qu'à s'incliner. Il y a eu pourtant un moment où Louis a failli revenir. En 1682, un incendie a ravagé une partie du château de Versailles. Les dégâts étaient considérables. Certains conseillers ont suggéré que le roi s'installe temporairement au Louvre, le temps des réparations. Louis a refusé catégoriquement. Il a préféré s'entasser avec toute sa cour dans les parties du château épargnées par les flammes, vivre dans l'inconfort et le désordre pendant des mois, plutôt que de retourner à Paris, plutôt que de remettre les pieds dans cette ville maudite. Ce refus obstiné a frappé les contemporains. Ils ne comprenaient pas. Paris était magnifique, Paris était pratique, Paris était le centre naturel du royaume. Pourquoi le roi s'acharnait-il à vivre dans ce château isolé, au milieu des travaux permanents, loin de tout? Il ne s'étonne pas. Il ne pouvait pas savoir, parce que Louis n'en parlait jamais publiquement. Il ne montrait jamais sa blessure. Il était le roi Soleil, l'homme qui ne connaissait pas la peur, le monarque invincible devant qui l'Europe entière tremblait. Mais au fond de lui, il était resté cet enfant de 10 ans qui avait vu des hommes armés soulever les rideaux de son lit. Il était resté ce petit garçon qu'on avait fait fuir en pleine nuit, en chemise, dans le froid de janvier. Il était resté ce roi humilié que son propre peuple avait osé traiter comme un prisonnier. Et chaque pierre de Versailles, chaque miroir de la grande galerie, chaque jet d'eau des fontaines était une réponse silencieuse à cette humiliation, une façon de dire au monde, et peut-être à lui-même, qu'il avait vaincu, qu'il avait triomphé, qu'il n'avait plus besoin de Paris, qu'il n'aurait plus jamais besoin de personne. Mais les années ont passé, Louis a vieilli, et à la fin de sa vie, le roi Soleil a dû faire face à une vérité qu'il avait passé des décennies à fuir, la vérité de ce que sa peur lui avait coûté. Le 1er septembre 1715, à 8h15 du matin, Louis XIV est mort dans sa chambre de Versailles. Il avait 76 ans. Il avait régné pendant 72 ans, dont 54 années de pouvoir personnel. Aucun roi d'Europe n'avait jamais régné aussi longtemps. Aucun monarque n'avait jamais exercé une autorité aussi absolue. Mais les dernières années du roi Soleil n'ont pas été glorieuses. Elles ont été marquées par les défaites, les deuils et les doutes. La guerre de succession d'Espagne, qui a duré 13 ans, a épuisé le royaume. Les armées françaises, autrefois invincibles, ont subi des revers humiliants. Les coffres de l'État se sont vidés. Les impôts ont écrasé le peuple. Dans les campagnes, les paysans mouraient de faim, pendant que Versailles continuait de briller. Et puis il y a eu les morts. En 1711, le grand dauphin, le fils unique de Louis, est emporté par la variole. L'année suivante, c'est le duc de Bourgogne, le petit-fils du roi, qui meurt à son tour avec son épouse et son fils aîné. En quelques mois,
Louis a perdu 3 générations d'héritiers. La lignée qu'il avait passé sa vie à protéger, à glorifier, à perpétuer, s'est effondrée comme un château de cartes. À la fin, il ne restait qu'un arrière-petit-fils, un enfant de 5 ans, fragile et maladif, qui allait devenir Louis XV, le même âge presque que Louis lui-même quand son père était mort et que les troubles avaient commencé. L'histoire se répétait, et Louis le savait. Dans les derniers jours de sa vie, le vieux roi a fait venir cet enfant auprès de son lit. Les témoins ont rapporté la scène. Louis, le visage ravagé par la gangrène qui rongeait sa jambe, a regardé ce petit garçon qui portait tout l'avenir de la dynastie sur ses frêles épaules, et il lui a parlé. « Mon enfant, lui a-t-il dit, vous allez être un grand roi. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments, ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. Tâchez au contraire d'avoir la paix avec vos voisins. Rendez à Dieu ce que vous lui devez. Soulagez vos peuples le plus tôt que vous le pourrez, et faites ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire moi-même. » Ces mots sont extraordinaires. Après 72 ans de règne, après avoir construit le plus grand palais d'Europe, après avoir mené des dizaines de guerres, après avoir fait de la France la première puissance du continent, Louis XIV regrettait. Il reconnaissait ses erreurs, il avouait son malheur. Mais il n'a pas dit une chose. Il n'a pas dit à son arrière-petit-fils de retourner à Paris. Il n'a pas conseillé au futur roi de quitter Versailles pour se rapprocher de son peuple. Même sur son lit de mort, même dans ses derniers moments de lucidité, Louis ne pouvait pas prononcer ces mots. Paris était resté sa blessure secrète. La blessure qu'il n'avait jamais montrée à personne, la blessure qu'il emportait avec lui dans la tombe. Et Versailles est resté. Le palais a survécu à son créateur. Louis XV y a vécu. Louis XVI y a vécu, jusqu'à ce jour d'octobre 1789, où une foule de Parisiens est venue le chercher pour le ramener de force dans la capitale. L'histoire, encore une fois, se répétait. Les descendants de Louis XIV ont fini par subir exactement ce que le roi Soleil avait passé sa vie à éviter. Mais cela, c'est une autre histoire. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est ce palais immense au milieu des jardins, ces galeries infinies, ces miroirs qui reflètent la lumière du soleil, ces fontaines qui jaillissent vers le ciel. 14 millions de visiteurs viennent chaque année admirer ce chef-d'œuvre. Ils photographient la galerie des glaces. Ils se promènent dans les jardins de Le Nôtre. Ils s'émerveillent devant tant de beauté, tant de grandeur, tant de magnificence. Mais combien d'entre eux connaissent la véritable histoire de ce lieu? Combien savent que derrière ces ors et ces marbres se cache la peur d'un enfant? Combien comprennent que Versailles n'est pas un monument à la gloire d'un roi, mais le refuge d'un homme qui n'a jamais guéri de son passé? Louis XIV a régné sur l'Europe. Il a dicté sa loi aux nations. Il a fait trembler les empereurs et les papes. Mais il n'a jamais vaincu les fantômes de janvier 1649. Il n'a jamais oublié ces hommes qui avaient soulevé les rideaux de son lit. Il n'a jamais pardonné à Paris de l'avoir trahi. Et c'est peut-être la leçon la plus profonde de cette histoire. Les plus grands conquérants, les plus puissants monarques, les hommes qui semblent dominer le monde, restent des êtres humains. Ils portent en eux des blessures invisibles, des peurs inavouées, des traumatismes d'enfance qui façonnent leurs décisions bien plus que la raison ou la stratégie. Louis XIV a construit Versailles parce qu'un soir de janvier, quand il avait 10 ans, des inconnus sont entrés dans sa chambre et l'ont regardé dormir. Toute la magnificence du grand siècle, toute la splendeur du règne le plus long de l'histoire de France trouve son origine dans cette nuit de terreur. Nous connaissons tous des hommes et des femmes dont les choix les plus importants, les plus brillants ou les plus destructeurs sont nés d'une blessure ancienne jamais cicatrisée. Des gens qui passent leur vie à prouver quelque chose, à compenser quelque chose, à fuir quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Louis XIV est peut-être l'exemple le plus spectaculaire de ce phénomène. Le roi Soleil, l'homme qui a illuminé l'Europe, n'a jamais réussi à éclairer la nuit de son enfance.
Cette nuit est restée dans l'ombre. Et c'est pour cela, peut-être, que Versailles brille encore. Quand vous visiterez ce palais, la prochaine fois, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous du petit garçon en chemise de nuit, terrorisé dans son lit, qui écoutait Paris gronder sous ses fenêtres. Souvenez-vous de cette fuite dans le froid de janvier, de ce château glacial sans meubles ni feu, de cette humiliation qui n'a jamais été effacée. Et peut-être alors verrez-vous Versailles différemment, non plus comme un symbole de puissance et de gloire, mais comme le monument le plus extraordinaire jamais construit par un homme pour oublier sa peur.